Les causeries du musée Clémenceau. Merci beaucoup. Alors écoutez, c'est un plaisir de parler devant vous. C'est un vrai plaisir parce que, en fait, vous allez comprendre très vite que lorsqu'on m'a proposé d'essayer de faire quelque chose sur Clémenceau et le sport, je vous cache pas que j'ai été assez surpris et ça me paraissait assez difficile, voire quasiment impossible. Et en fait, grâce à Lise, grâce à Jacqueline Sanson, grâce à nos échanges, grâce aux documents que nous avons échangés, en fait, le sujet m'a paru beaucoup plus important que je le pensais et beaucoup plus révélateur aussi d'un certain nombre de pratiques, je vais essayer de le montrer, qui concernaient, je dirais, un sorte de bourgeois à la fin du 19e et au début du 20e, et qui révèlent finalement l'amorce de la façon dont une sensibilité à l'égard du sport, parce que la pratique de Clémenceau et le sport au sens étroit du terme, c'est pas tout à fait la même, mais incontestablement ces pratiques que je qualifierais des pratiques de sportsmen, si vous voulez, nous font comprendre l'émergence du sport à la fin du 19e et au début du 20e. Alors voilà ce que je pouvais dire en intro. Ce que j'ajouterais peut-être toujours en intro, c'est que mes connaissances, vous l'avez compris, sur Clémenceau, c'était des connaissances assez banales, sinon classiques, sinon banales. Bon, évidemment, je savais qu'il était médecin, je savais qu'il était député, qu'il était président du Conseil, qu'il avait joué un rôle évidemment très important durant la Première Guerre mondiale, que par ailleurs il avait joué un rôle encore plus important lors du traité de Versailles. Qu'il était par ailleurs, que c'est un homme de culture, il était ami de Claude Monet, ce que je savais moins, quoique en lisant le livre de Jean-Noël Jeannet sur les duels, j'avais perçu, ce que je savais moins, c'est qu'il était un duelliste assez déterminé, pour ne pas dire courageux, voire même assez étonnant, dangereux, etc. Ça, je ne le savais pas. Mais en lisant déjà cette sensibilité à l'égard du duel, ça m'orientait vers des questions qui portaient sur, au fond, tout simplement, les pratiques physiques. Alors, ces pratiques physiques, elles sont quand même très nombreuses, je les détaillerai, bien entendu, mais pour les dire rapidement, elles sont très nombreuses. C'est curieux que quelqu'un, un homme politique de la fin du 19e, qui est quand même très centré, très actif sur la question politique, député. Il a perdu sa place de député un temps, il l'a retrouvé. Président du Conseil, je n'insiste pas. Ce livre, quand même, a des pratiques très différentes. La chasse, l'équitation, alors pas toujours en même temps, mais quand même, le tir, l'escrime, le vélocipède, et la gymnastique pratiquée régulièrement pendant 20 ans, ici même, avec un maître de gymnastique qui s'appelle Guillaume Leroy et dont Lise Lintignac a retrouvé une petite indication demandant la rétribution sur ses leçons, ce qui est assez remarquable, assez étonnant. Alors, je pense qu'il faut dire un mot sur la façon dont personnellement je perçois, ça me paraît important, dont je perçois ce qui caractérise ces types de pratiques de bourgeois, d'hommes de culture, ces types de pratiques à la fin du XIXe siècle, le sport proprement dit. Autrement dit, Clémenceau, indiscutablement, se livre à des activités physiques assez intenses, il adore le fait, il les commente, je le montrerai très précisément un petit peu plus tard, il les commente de façon enthousiaste d'ailleurs, et il les pratique sur un mode très divers, je n'insiste pas. Mais c'est pas vraiment le sport. Qu'est-ce que c'est que le sport? Ça, il faut qu'on s'entende, si vous voulez. Je sais qu'il y a de grands débats là-dessus. Nous venons de publier avec un de mes anciens étudiants, Yann Descamps, on vient de publier Le sport dans l'art, et je me suis rendu compte, contrairement finalement à ce que je pensais depuis très longtemps, que des contributeurs de ce livre, qui sont des gens indiscutablement compétents et cultivés, n'ont pas du tout la même vision du sport que personnellement je peux avoir en ayant travaillé depuis très longtemps sur le sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux considèrent que le sport ça a toujours existé, que les Romains faisaient du sport, que les chevaliers avec leurs tournois et leurs joutes font du sport, etc. Or, non, il faut s'entendre là-dessus, c'est très important, parce que sinon on comprend pas l'évolution des sociétés, et on comprend pas ce qui caractérise la société d'aujourd'hui par rapport aux sociétés d'hier. Ce qui s'est inventé à la fin du XIXe siècle, et là,
Clémenceau approuve, mais ne participe pas, évidemment. Ce qui s'est inventé à la fin du XIXe siècle, c'est une pratique très particulière, très spéciale. D'abord, brusquement, le mot sport vient à regrouper des pratiques très différentes qui étaient considérées comme des jeux, qui sont des pratiques de compétition, l'escrime, la course, etc. C'était des jeux, si vous voulez. Et ça regroupe brusquement. Et les auteurs disent, ces pratiques qui sont le sport, ce sont des pratiques que nous pouvons soumettre à des exigences pédagogiques, que nous pouvons soumettre à des exigences de santé, alors ça, évidemment, Clémenceau est d'accord là-dessus, que nous pouvons soumettre à des exigences donc de formation, si vous voulez, mais ces pratiques ne sont devenues possibles que parce que, brusquement, les terroirs sont subvertis, les trains peuvent circuler et organiser des compétitions entre Strasbourg et Bordeaux, ce qui était totalement inenvisageable dans les années 50 ou dans les années 20, surtout du 19e, et encore moins, évidemment, au 18e siècle. Ça, c'est un premier point. En pouvant organiser des pratiques qui sont installées sur un mode aussi distant, nous allons unifier les règlements. Nous allons unifier des pratiques qui étaient complètement différentes d'un lieu à l'autre. Par exemple, la soule, qui est une sorte de pré-rugby, si vous voulez, a des règles qui sont totalement différentes au XVIIe siècle, entre précisément Bordeaux et Strasbourg, différentes avec l'Ouest. Vous voyez, on n'a pas la même balle, on n'a pas les mêmes règlements, on n'a pas les mêmes types de joueurs, on peut jouer parfois avec des lattes, parfois sans lattes, etc. Bon, donc, vous voyez, on n'est pas dans l'esprit que le sport va installer. Ça constitue quand même des différences, unification, possibilité de rencontres distantes, et surtout, organisation, c'est-à-dire que le sport suppose le fait que vous ayez un type d'institution qui va installer des compétitions, supposant des sélections, supposant la montée en dans la hiérarchie de la périphérie jusqu'au centre. Et ça n'existe absolument pas sous l'Ancien Régime, ce genre de choses. Vous pouvez pas imaginer qu'il y ait des rencontres d'escrime au XVIIIe siècle où les gens de Bordeaux et les gens de Strasbourg vont se réunir à Paris. C'est absolument inenvisageable. Donc vous avez du coup trois caractéristiques. Le fait de se rencontrer de manière éloignée. Deuxième caractéristique, avoir des règlements qui sont unifiés. Troisième caractéristique, avoir des dispositifs de compétitions qui sont hiérarchisées et sélectives. La preuve aujourd'hui, si je me présente aux Jeux Olympiques, les gens vont rigoler très fortement de ce que je peux prétendre. Vous ne pouvez vous présenter que si vous êtes sélectionné. Et la sélection est extrêmement, de plus en plus ardue, si vous voulez. Mais j'ai pas terminé. J'ai pas du tout terminé. Il y a une autre caractéristique qui est encore plus importante. C'est, lorsque je parle d'organisation, je veux dire par là que vous avez des institutions locales qui vont progressivement essaimer à un niveau régional et ensuite à un niveau national. Mais pour qu'elles puissent essaimer ces institutions, il faut qu'il y ait de la représentativité. Donc les clubs vont déléguer au niveau régional des représentants qui vont créer une société régionale et ensuite des représentants qui vont créer une société nationale. Ça s'appelle des fédérations sportives. Inenvisageable au XVIIe et au XVIe siècle, c'est impensable ce genre de choses. Vous voyez, donc il faut un État qui centralise et il faut un État aussi qui finance. Et quand je dis tout ça, la finance, ça veut dire quoi? Si vous avez les règlements identiques, il faut des terrains qui soient identiques. C'est très intéressant là, les terrains. Bien un mot, je veux pas ne pas parler de Clémenceau et en quelque sorte vous submerger avec la question sportive. Mais les terrains, c'est passionnant. Parce que si vous commencez à organiser des compétitions, à Bordeaux, on installe une piste de 500 mètres. À Strasbourg, on installe une piste de 200 mètres. Comment les gens peuvent-ils retrouver les concours, etc. Donc il faut unifier. Vous voyez, il y a un travail considérable, à la fois d'unification de l'institution, d'unification de l'espace, d'unification du temps. Il faut créer des calendriers. Et les calendriers, eh bien, aucun rapport avec les calendriers qui pouvaient plus ou moins exister sous l'Ancien Régime et qui étaient les calendriers religieux. C'est-à-dire que les villages, sans essaimer très loin, se rencontraient en fonction de fêtes patronales. Ça n'a plus aucun rapport avec les calendriers d'aujourd'hui qui sont des calendriers laïques. Bon, j'arrête. Mais voilà, vous voyez, le dispositif sportif est quand même un dispositif extrêmement particulier. En revanche, Georges Clémenceau, qui a un nombre considérable de pratiques, n'entre pas dans ce genre de choses pour l'instant. Mais il a quand même participé à des concours.
Et en particulier, il a gagné des concours au pistolet. Si mes souvenirs sont en 73, il est né en 41, hein, donc il a déjà un âge, je dirais, mûr. Ce qui prouve qu'il a quand même participé à des compétitions, mais ce ne sont pas celles qui supposent la centralisation dont je viens de parler. Voilà ce qui me paraissait absolument indispensable à dire. Et je préciserai un petit peu mieux tout à l'heure. Qu'est-ce que veut dire cet esprit de sportsman qu'il a manifestement animé, si vous voulez. Alors maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, qui est une sorte de préambule sur les concepts, les pratiques, etc., il faut quand même que je dise un mot sur la façon dont nous avons travaillé pour essayer de monter les espaces que vous avez traversés. Alors, des livres nous ont beaucoup, je dis nous parce que nous avons quand même travaillé ensemble, Lise, Jacqueline, Sanson et moi, hein. Des livres nous ont beaucoup aidé, indiscutablement, mais pas seulement les livres. Alors, moi je considère comme livre très important, qui m'a beaucoup aidé personnellement, le livre de François-Xavier Alonneau sur la chasse, la traque, etc. C'est, je dirais, une information foisonnante, à la fois dans le texte, dans les images aussi, dans les illustrations, etc. Les 2 livres publiés chez Bouquin sont absolument fondamentaux, qu'a animé essentiellement Sylvie Brodziak, qui est ici et que je remercie. La correspondance de Georges Clemenceau, monté avec Jean-Noël Jeannet, et puis le dictionnaire. Il y a un article sport dans le dictionnaire qui est absolument remarquable. Donc, il y a des textes. Et il y a des textes de biographie, du Rosel, Jean-Noël Jeannet, Vinocq, indispensable, si vous voulez. Du Rosel, c'est peut-être un des plus épais, mais les autres sont très intéressants parce qu'ils problématisent, en particulier Vinocq et Jean-Noël. Et puis, incontournable, les articles de presse. Alors là, je vous cache pas que c'est pas moi qui ai été à l'offensive de la manière la plus aiguë. C'est indiscutablement Lise Dintignac qui a sorti tout un ensemble d'articles qui nous ont beaucoup aidé, tirés de l'Auto, tirés de la Dépêche, tirés du bloc de Georges Clemenceau, etc. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça renvoie à des faits. Vous voyez, la biographie peut vous dire des choses, mais les articles de presse vous montrent les faits au sens le plus étroit du terme. Par exemple, le fait que à un moment donné, Georges Clemenceau se trouve président d'honneur d'un club du centre-ouest de football, etc. Bon, ça, vous le lisez dans la presse. Et puis, indiscutablement aussi, et là encore, Lise nous a beaucoup aidé, des objets. Alors, il faut les livres, il faut des articles de presse, il faut des objets et des documents. Et par les objets, jouent un rôle très important des documents, la fameux billet du prof de gymnastique, mais aussi et peut-être surtout des objets. C'est-à-dire que les tenseurs de gymnastique qu'utilise Clemenceau dans les 20 dernières années de sa vie, le plastron d'escrime, les pistolets qui montrent que c'est quelqu'un qui a indiscutablement travaille le tir. Alors c'est vous qui avez trouvé ce texte, il y a un truc incroyable qui laisse entendre que Georges Clemenceau, qui est un praticien du tir, était capable d'allumer une allumette à 10 pas avec un tir de pistolet sans renverser l'allumette, ce qui me paraît assez incroyable. Mais en tout cas, pour que ça se raconte, il faut quand même que ce soit étonnant. Donc c'est quelqu'un indiscutablement de super compétent sur les pratiques auquel il se livre. Et puis, bref, discussion, c'est-à-dire qu'on a discuté entre nous, avec Jacqueline, Lise, moi-même, j'ai aussi discuté un peu avec Jean-Noël, etc. Donc, vous voyez, il y a un travail qui s'est fait sur un mode, à la fois individuel, je le reconnais, mais aussi collectif, bien entendu. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un sportsman à la fin du XIXe siècle ? Moi, je tiens à ce genre de choses parce que c'est vraiment une façon d'essayer de distinguer certains qui ont des pratiques X et d'autres, et en particulier le sport, qui ont des pratiques Y. Qu'est-ce que c'est qu'un sportsman ? Le mot lui-même, c'est évidemment un mot anglais, vous avez compris, mais le mot lui-même apparaît avant la fin du 19e. En particulier, il y a un texte qui me paraît, moi, très important, et qui renvoie à une pratique qui n'est pas encore vraiment celle de Georges Clemenceau. Il y a un texte très important qui date des années 40 du 19e, que je trouve fondamental personnellement pour comprendre la société française de la première moitié du 19e, qui s'appelle « Les Français peints par eux-mêmes », que certains d'entre vous connaissent sans aucun doute. C'est publié en 1840, il y a 9 volumes, et là vous avez Sportsman.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un sportsman dans ces années-là? C'est pas l'aristocrate des loisirs et des chasseurs de l'Ancien Régime. C'est quelqu'un qui s'intéresse prioritairement aux chevaux, qui les élève, qui a pour projet d'améliorer la race chevaline. Il y a une vision en quelque sorte de progrès, si vous voulez, d'améliorer la race chevaline. C'est quelqu'un qui s'intéresse au temps, donc il a un chronomètre, il calcule. C'est quelqu'un qui a des écuries, qui élève, etc. Donc on voit très bien que le sport, dans la façon dont le mot s'est monté, est assez fortement lié à l'hippisme, aux compétitions, aux affrontements, aux calculs. On commence à essayer de voir quelle est la vitesse que un cheval peut parcourir en 1 seconde. Vous voyez, il y a là quand même, il y a des exigences qui commencent à être relativement précises et relativement exigeantes. Mais le sportsman, c'est pas encore celui que je décris en évoquant Clémenceau. Je pense que Clémenceau participe à des activités relativement nouvelles, mais qui ont aussi leur tradition, c'est assez compliqué, participe à ces activités avec d'autres. Par exemple, moi je m'intéresse beaucoup, pour des raisons diverses et entre autres personnelles, aux pratiques des princes de Monaco, et Albert Ier, qui vit à la même époque, et qui meurt en 22, alors que Clémenceau meurt en 29, est un sportsman, c'est-à-dire qu'il fait du vélo, Albert Ier, il monte en motocyclette de Monaco à Paris, avec quelqu'un qui l'aide, etc. C'est quelqu'un qui fait aussi, vous le savez très bien, du bateau, il fait pas tellement de cheval. Mais enfin, il pratique du tir, la chasse, etc. Et puis la chasse aussi marine, c'est quelqu'un que l'on voit avec un harpon affronter les cétacés de la mer du Nord. Bon, bref. Donc voilà, vous avez, c'est des gens qui ont une vision de multipratique, mais cela avec l'idée que quand même, ça, déjà c'est très sportif, vous voyez, ça donne de la santé, ça donne de l'énergie, ce que au fond les nobles du XVIIIe disaient, mais pas avec autant de force, avec autant de détermination. Et je pense que ce sont des gens, je peux me tromper, mais qui, je peux me tromper, je vous le dis tout de suite, mais qui à mon avis se sentent héritiers sur un mode évidemment déplacé de l'aristocratie classique. L'aristocrate, c'est quelqu'un qui fait du cheval, les armes, qui fait du cheval, les armes, l'épée, le tir, etc. C'est quelqu'un qui danse aussi, ça on l'oublie complètement. L'aristocrate, c'est quelqu'un qui sait avoir une civilité de la rencontre et de la danse. Et c'est quelqu'un qui chasse, voilà. Donc voilà les grandes activités classiques et qui anoblissent en quelque sorte l'aristocrate de l'Ancien Régime. Et je pense que les bourgeois, dans une certaine mesure, et je peux me tromper, j'insiste, mais je le pense, sinon je ne le dirai pas comme ça, les bourgeois se veulent en quelque sorte à la fois héritiers, successeurs et améliorateurs, si je peux dire les choses comme ça en mettant des guillemets. Voilà pourquoi il y a chez eux cette sorte de volonté de diversification de la pratique avec une visée vraiment non pas de revenir en arrière, mais au contraire d'aller en avant en améliorant en quelque sorte les races, l'énergie, la santé, et c'est très net dans la façon dont on retrouve des phrases dans les textes de Georges Clémenceau, j'en citerai une ou deux tout à l'heure. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, je pense que il faut en même temps que c'est ce qui me paraît très intéressant à l'histoire, si vous voulez. Il faut en même temps qu'on essaie d'imaginer ce genre de choses. C'est incroyable que des gens comme ça, que Clémenceau, il a un manège, je le dirai mieux tout à l'heure, il a un manège à la Porte-Maillot, il a un cheval, bon, et puis le matin, il fait son tour du bois de Boulogne, vous voyez. Macron, Chirac, c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Bon, en même temps, il a le tir, il va à la chasse. C'est des mondes, vous voyez. C'est une façon d'éprouver le corps. Et ça me paraît très important quand on réfléchit au niveau historiquement, de voir les ruptures et de voir les différences, et d'investir le corps tel qu'il était vécu et en quelque sorte investi dans les périodes différentes. Alors Chirac, par exemple, très bel exemple, Chirac, évidemment, c'est un président qui s'est livré des activités physiques, mais il s'est livré dans le
dans le jardin d'hôtel de ville, sous la conduite de Guy Dru, il avait un coach, si vous voulez. Voilà. C'est pas quelqu'un qui fait du cheval, c'est pas quelqu'un qui fait du tir. Vous voyez, il y a un autre monde dans lequel il faut que nous arrivions à mesurer à quel point ce monde, il a des caractéristiques, il a des exigences, il a des particularités qui indiscutablement ne sont pas les nôtres. Voilà. Donc il y a cette visée de santé et de progrès qui me paraît moins importante et sur laquelle je crois avoir insisté et je m'en tiendrai là. Alors maintenant, rentrons plus concrètement dans ce que j'appellerais la vision que Georges Clemenceau peut avoir à la fois du corps et en même temps des pratiques. Alors je pourrais ne pas commencer par ce que je vais dire, mais je crois qu'il faut commencer par là. C'est quelqu'un qui suit évidemment l'enseignement des lycées classiques, des lycées du 19e, et les lycées du 19e, exactement comme dans le cas de Pierre de Coubertin, sont marqués par les périodes grecques, si vous voulez. Sont marqués par la Grèce, par la tradition de la démocratie. Vous voyez, un retour de l'imaginaire démocratique qui est prêté à la Grèce, à tort ou à raison, en particulier un peu à tort. Il y a un livre magnifique qui vient de sortir de Ismar sur la présence de l'esclavage en Grèce, montrant que c'est très difficile de comprendre la Grèce uniquement sur la dimension démocratique. C'est un pays beaucoup plus compliqué, exclusion des femmes, présence intense de l'esclavage, la philosophie n'existe que s'il y a des esclaves, etc., etc. Bon, on va pas faire d'histoire là maintenant, c'est pas le lieu, mais quand même. Mais néanmoins, il y a un mythe de la Grèce qui est très fort. Et ce mythe de la Grèce fait exister également un mythe du corps et un mythe de la santé et un mythe de l'activité. Alors vous lisez par exemple dans, je crois que c'est dans le blog, si mes souvenirs sont bons, un texte fascinant de Georges Clemenceau sur Olympie, je vous le lis. Alors, c'est un amoureux de la Grèce et il va souvent en Grèce et en particulier à Olympie. 20 fois, je suis allé à Olympie. 20 fois. À Olympie, le cirque. Vous avez devant vous cette chose, point de suspension. Et quand en remuant la terre, voyez le corps, avec vos pieds, vous apercevez la bande blanche qui marque le départ des coureurs, si vous ne ressentez rien, c'est que vous êtes de bois. Bon, ça commence comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui est sensible à la pratique physique et, dans une certaine mesure, à la compétition. Et alors que Clemenceau, la compétition, il la connaît peut-être surtout à travers les concours de pistolet, mais pas à travers l'équitation, etc. Donc je crois qu'il faut partir de là. Il faut partir de là, ce mythe finalement de cette pureté physique, d'exigence physique chez les Grecs, mais une fois encore, vous voyez, c'est plus fort que moi, je peux pas ne pas vous en parler, une fois encore, les Jeux Olympiques grecs n'ont rien à voir, mais rien à voir avec les Jeux d'aujourd'hui, ça on l'oublie. Et Pierre de Coubertin, bon, il est fasciné comme Georges Clemenceau par Olympie, mais Pierre de Coubertin a une vision tout à fait limitée des Jeux Olympiques grecs. Hein. Un mot, puisque vous me demandez, moi je vous réponds, voilà, un mot. Si vous voulez, les Jeux Olympiques grecs, c'est quand même des Jeux qui ne concernent que les citoyens. Exclusion des esclaves systématiquement, exclusion des femmes. Les femmes n'ont même pas à être spectatrices. Second point important, ce sont des jeux qui, alors ça c'est très délicat à véritablement expliciter parce qu'il reste peu de traces écrites, mais ce sont des jeux qui sont très fortement ancrés dans le religieux, avec peut-être l'idée que ces jeux qui reviennent tous les 4 ans sont des jeux pour, au fond, faire renaître, si vous voulez, faire réanimer la nature et faire passer de plus en plus de la mort à la vie. En plus, les compétiteurs passent par un tunnel et puis ressortent à la lumière. Il y a quelque chose qui est très curieux, qui n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques d'aujourd'hui, évidemment, qui passe par sacrifice d'animaux, prières, etc. Bon, je pourrais continuer sur les distinctions, il y en a bien d'autres, il n'y a pas de record en Grèce, ça n'existe pas, c'est un temps cyclique, vous voyez, bon bref. Je ne vais pas insister, mais les Jeux grecs, ce ne sont absolument pas les Jeux de Paris qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Alors, voilà ce que je voulais dire sur l'admiration, vous voyez, du corps et de la pratique, et voire de la compétition, et de cette sorte de pureté de l'affrontement. Et une fois que j'ai dit ça, on va maintenant décliner les pratiques, en essayant de les commenter. Je les décline d'une manière qui est sans doute un peu contestable, mais qui est liée à ce qui me paraît être une sorte d'apprentissage chronologique
dans la vie de Georges Clemenceau, et là encore, je peux me tromper, c'est une proposition. La première que j'évoque, c'est la chasse. Et pourquoi je l'évoque? Parce que, en fait, Clemenceau naît en Vendée. Il naît dans une famille bourgeoise, son père est médecin, si mes souvenirs sont bons. C'est son père qui l'initie à la chasse. Son père est quelqu'un qui a des chevaux, qui fait la chasse à courre avec des meutes, etc. C'est pas tellement ce qu'a pratiqué, autant que j'ai pu le constater, Clemenceau, mais il pratique ça depuis l'enfance, dans cette Vendée, si vous voulez, et il la pratique avec indiscutablement un immense plaisir. Et ça se voit dans les phrases qu'il laisse, et qui sont très importantes à mon avis, parce que je crois que la pratique à laquelle il se livre, on peut pas la penser sans la mettre en relation avec un amour pour la nature, avec un amour pour la faune, avec un amour pour la flore, etc. Même si, beaucoup plus qu'on ne le croit, il respecte la faune tout en tirant, n'hésitant pas à tirer, mais il la respecte plus qu'on ne l'imagine. Et là, encore, il faut faire une parenthèse en montrant que il faut nous imaginer dans ces périodes anciennes, qui datent de au moins d'un siècle par rapport à nous, il faut imaginer la tolérance que l'on a vis-à-vis de la chasse. Ça n'a rien à voir avec la sensibilité d'aujourd'hui. La nature semble totalement proliférante, disponible, on peut tirer, il n'y a aucun problème, les animaux sont à nous, pourquoi nous sommes les propriétaires de la nature? Vous voyez, il y a un esprit qui n'est pas le nôtre, avec lequel nous avons totalement rompu. Et en même temps, Georges Clemenceau reste relativement un petit peu en arrière par rapport à ces idées-là. Je pense qu'à la fois, il adore la nature, et la faune, en même temps, il la respecte plus ou moins. Je vous lis cette phrase qui me paraît tout à fait révélatrice. Il ne tiendrait qu'à moi de me garnir magnifiquement la gibecière. Mais, si je me souviens d'une journée de lumière, d'un air léger, vous voyez, la nature, d'un air léger, d'une marche heureuse de jeunesse à travers les champs et les bois, j'ai perdu le compte du gibier. Soyez sûr que si j'avais 3 ou 4 paires d'os, ce qui me paraît déjà pas mal, j'ai été content. Et on va retrouver les mêmes problèmes lorsque, à la fin de sa vie, je n'ai pas noté là de mémoire, lorsqu'à la fin de sa vie, il se retrouve en Inde et où il est convié à des chasses, en particulier à des chasses de tigres, etc. Et on voit une photo tout à fait sidérante avec Clemenceau, un casque colonial qui descend jusqu'aux yeux, 2-3 Z à côté ou de compagnons, et puis des tigres effondrés devant ses yeux, si vous voulez. Ce sont des images exactement comme l'image d'Albert Ier tirant sur des cétacés est invisible aujourd'hui. Autant cette image-là n'est plus de notre temps, si vous voulez. Mais en même temps, le commentaire de Clemenceau, c'est « Ah non, moi je vais pas me perdre à tirer systématiquement sur les animaux sauvages. À la limite, c'est pas vraiment mon problème. » Vous voyez, donc il faut tenir compte de cela. Il y a une mentalité chez lui qui est déjà un peu en avance par rapport à la tradition chasseuse, tradition forte, parce qu'il y a quand même, ne l'oublions pas, les rencontres de chasse à Rambouillet, qui sont des rencontres de responsables politiques, de responsables industriels, auquel, évidemment, Clemenceau se livre avec le président de la République, se livre aussi avec Albert de Monaco. Il y a une image magnifique où on voit Albert, un peu un seigneur, avec une cape, etc. Clemenceau à côté de lui, avec sa veste et son ventre un peu rebondi, et puis le président de la République. Donc, il y a évidemment ce type de rencontres qui sont complètement oubliées aujourd'hui. Rambouillet, c'est un autre monde, vous voyez. Donc ça, ne l'oublions pas. Alors voilà, je pourrais peut-être continuer sur la chasse, mais je pense que j'en ai suffisamment dit. La deuxième type de pratique à laquelle il se livre, et de manière cette fois importante, avec une véritable compétence technique, c'est la pratique de l'équitation. Là encore, poussé par son père, qui lui apprend à monter à cheval. Et il y a cette histoire qui me paraît très révélatrice, qui se déroule en 1858. Son père, dans une situation d'empire autoritaire dont on sait l'exigence, est condamné à la déportation en 58, et il laisse des lettres, et en particulier une lettre à sa femme, où il dit « Tu diras à Georges de monter la jument, qu'il la ménage, et ne lui tolère aucune faute. » Donc, Clemenceau est porté à la fois par son père à faire de l'équitation,
et en même temps, il est porté à une sorte d'exigence vis-à-vis de l'équitation, une exigence quasi technique, vous voyez. Et cette exigence technique, nous la retrouvons avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a un cheval à Paris, qu'il met en pension, comme je le disais tout à l'heure, au manège de l'Étoile. Tous les matins, pendant longtemps, il fait un tour du bois, dit-il, pour respirer l'air frais avant de se rendre au travail. Et là, il y a un épisode très important qui est bien présent ici au musée, avant même que l'expo ait été consacrée au sport, c'est qu'il rencontre un écuyer d'une très grande exigence technique qui s'appelle James Phillis, et il échange avec lui. Il se rend compte que cet écuyer est quelqu'un qui a une connaissance extrêmement précise, exigeante de l'équitation, de la façon dont on peut maîtriser un cheval, la façon dont on peut exiger du cheval des sauts, des voltes, etc. Un travail tout à fait particulier et exigeant. Et là, il décide de faire un livre. Mais c'est James Ellis qui veut faire un livre. Mais en même temps, il ne peut pas, James Ellis, parce qu'il est étranger, il a une parole difficile d'écriture en français, il n'a pas une éducation très élaborée, et donc voilà, Clémenceau qui va écrire ce livre avec lui. Ils se rencontrent tous les matins pendant plusieurs mois pour faire ce fameux livre qui sera publié chez Flammarion en 1890. Donc Clémenceau est encore relativement jeune. Principe de dressage et d'équitation, puis c'est en 41, je le répète. Hein. Principe de dressage et d'équitation, ça sort chez Flammarion, et c'est un livre qui a un succès, qui n'a pour auteur que James Ellis. Redisons-le, il y a 3 éditions françaises quand même, hein, ce qui prouve vraiment la qualité technique de Clémenceau et de Ellis, et il y a 4 traductions avec des langues importantes. L'anglais, aujourd'hui, si vous êtes traduit, je vous cache pas, un anglais, un allemand, un espagnol et un russe, vous pouvez déjà être assez relativement content, et c'est ce qui s'est produit avec ce livre de 90. Ce qu'il faut peut-être ajouter, ce que j'ai oublié, et qui me paraît important, parce qu'il y a un document très important ici que m'avait montré Lise, c'est que le père de Georges Benjamin, le père, dans ses études de médecine, s'était particulièrement penché sur l'anatomie, la physiologie du cheval, avait même fait un carnet avec des dessins, on a encore les dessins du cheval, les lipologies, si vous voulez, les muscles, les tendons et les os, etc. Ce qui renvoie évidemment au fait que le père avait une compétence déjà extrêmement précise de la question la question de l'équitation et la question du cheval. Et ça s'est transmis, et on voit que Clémenceau a hérité d'un savoir particulièrement élaboré. Voilà ce que je pouvais dire sur l'équitation. Vous aurez sans doute des questions tout à l'heure. Hein. Et puis, 3e type de pratique, qui n'est pas étrangère non plus à la relation avec le père, c'est l'escrime. Alors, c'est l'escrime, et on voit bien la façon, là encore, dont le père a joué un rôle. Souvent, les pères jouent. Moi-même, je vous cache pas que si j'ai fait du sport, c'est précisément parce que j'avais l'héritage. Bon, passons. Mais on voit la façon dont le père a joué un rôle. Parce que il a joué un rôle dans l'équitation, il a joué un rôle dans la chasse, et il a joué un rôle aussi dans l'apprentissage de l'escrime. Là encore, les lettres laissées en 58, lorsque Benjamin est condamné à la déportation, les lettres laissées sont très parlantes. Il dit à son épouse, « Je désirerais qu'après Pâques, Georges reprit, » vous voyez, il y avait déjà des leçons, reprit ses leçons d'armes avec son maître Moreau. Dans quelque temps d'ici, il faudrait aussi t'enquérir auprès de monsieur Deprez, s'il est nécessaire qu'il donne quelques répétitions à ton fils. Alors ton fils, je trouve ça magnifique. Donc, quand même, dès l'enfance, Georges Clémenceau connaît la chasse, connaît l'équitation et connaît l'escrime. Alors en revanche, j'ai essayé de voir, nous avons essayé, enfin, je crois que Lise aussi, nous avons essayé de voir quelles étaient les salles ou la salle que Clémenceau a pu fréquenter à Paris. Il y a un livre de lieutenant Thurier Fradin qui est très riche sur à la fois l'histoire de l'épée, mais aussi le recensement des salles parisiennes à la fin du 19e. Et ça me permet de dire 2 choses. La première, c'est que ces salles
dans les années donc 80, 90, 1900 du 19e, sont au nombre de plus de 100 à Paris. Et aujourd'hui, vous n'en trouvez plus qu'une, rue Gilles-Coeur. Si vous passez rue Gilles-Coeur, la petite rue qui donne de Saint-André-des-Arts sur la Seine, à gauche, un peu au bout de la rue, vous avez l'indication d'une salle d'armes avec des épées entrecroisées. C'est la seule salle d'armes qui reste. Et dans ces salles d'armes, il s'exerçait. Mais là encore, c'est pas le sport au sens où on se sélectionne et on fait des rencontres du local au national, vous voyez. Mais en revanche, on s'exerce, on se mesure, si je puis dire, et on s'améliore. Et là, on retrouve indirectement, à travers un certain nombre de propos, soit de témoins, soit de Clémenceau lui-même, à travers un certain nombre de propos, on voit l'exigence technique que Georges Clémenceau peut avoir. Il y a un épisode qui est rapporté par Durosel et qui se déroule en 1920, donc déjà à un âge très avancé de Georges Clémenceau, qui se déroule en 1920 à Bordeaux, où Georges Clémenceau assiste à un assaut entre Larocque et puis un autre épéiste dont le nom n'est pas donné. Et Georges Clémenceau va voir Larocque et lui dit, après l'assaut, en montrant sa propre compétence, « Votre mode est toute défensive. Mais l'offensive a toujours eu ma préférence, à cause de ses avantages. Elle donne de l'autorité, elle ouvre la ligne, vous voyez le texte technique, hein, elle ouvre la ligne et permet un coup d'effectif sur le découvert, et puis le mordant trouble et confusionne le partenaire. » Enfin bon, vous voyez, il veut dire l'adversaire. Bon. Et Larocque lui répond. Et il lui dit, lorsqu'on a devant soi un adversaire fougueux, comme vous l'étiez vous-même, monsieur le président, il faut se réjouir sur sa bonne garde. Se réunir, pardon. J'étais réjoui de vous raconter ce genre de choses, mais il faut se réunir sur sa bonne garde et sur la défensive qui me paraît en définitive entre la tactique la plus rationnelle et l'assaut comme au combat. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, Clémenceau lui-même va expliquer que son art de l'épée lui a servi dans ces situations de député et dans ces situations d'orateur. Et il dit, je fais de l'escrime parce que sa pratique me donne des réflexes et je ne suis jamais pris au dépourvu par un adversaire, surtout à la tribune de la Chambre. Donc, on voit à travers la question de l'escrime quelque chose qui est beaucoup plus large et qui est tout simplement la question de la culture. Et ce qui me paraît moins intéressant dans le phénomène pratique du sport, si vous voulez, c'est intéressant de relier la manière dont les pratiques se déroulent et la façon dont le tempérament lui-même peut avoir un rapport avec elle. Donc c'est quelqu'un d'offensif, voilà. Et on le retrouve évidemment dans ses qualités d'orateur et dans ses qualités, je dirais, de débatteur au niveau politique dans un sens beaucoup plus large. Ça, c'était donc la troisième pratique. Chasse, équitation et escrime. Et puis il y a une quatrième pratique. Il n'y en a pas que 4 d'ailleurs, vous verrez. Hein. Il y a une quatrième pratique sur laquelle je laisserai volontiers la parole à Sylvie Broziac, qui en sait beaucoup plus que moi. Elle est là-bas. Qui en sait beaucoup plus que moi, parce qu'elle a fait un texte magnifique sur le vélo. Donc, c'est le texte qui figure d'ailleurs, on l'a laissé. Hein. C'est le texte qui figure dans le petit catalogue de l'expo. Et il se trouve que, exactement comme Albert Ier d'ailleurs, il se trouve que Georges découvre le vélo après avoir été assez distant en reprochant aux cyclistes de le gêner dans certains lieux et en particulier dans les manèges, etc. Il découvre le vélo dans les années 90 et en particulier il le pratique lorsqu'il perd sa position de député. Et le voilà qui sillonne à la fois Paris, la Normandie, les environs, etc., qu'il connaît, quelqu'un qui est très intéressant au niveau du sport lui-même, cette fois, qui est Giffard, qui était Dreyfusard comme Clémenceau, et qui était le propriétaire d'un journal qui a été tué par l'auto, qui s'appelait Le Vélo. Ou le vélo autour, je sais plus, j'ai un peu oublié. Et Giffard était quelqu'un d'un grand organisateur de sport. Hein. C'est le premier à avoir organisé un Paris-Caen et retour, Paris-Rouen aussi, bon, etc. Et c'est un organisateur de course. Et c'est un organisateur, donc ça, c'est un propos que je tiens parallèlement à le fil de mon
de mon discours, c'est quelqu'un qui a compris que le journal peut aider le sport. Alors pourquoi ? Parce que celui qui est sur le bord de la route, dans un Paris-Rouen, il voit les coureurs passer avec les yeux complètement plâtrés par la boue, etc., et il voit rien. Et au contraire, si le journal lui raconte, il comprend ce qu'il a vu. Donc il achète le journal. Et en achetant le journal, il soutient évidemment la vente du périodique en question. Et pourquoi je parle de tout ça ? Parce que il y a un autre intérêt à cette affaire du vélo. Moi, je trouve que le vélo a joué un rôle, enfin ça a été bien montré par certains historiens, en particulier par Eugène Weber. Et il a de très beaux passages, Eugène Weber, qui est le grand historien de la fin du 19e, un Américain qui s'était passionné pour la France. Il y a de très beaux passages sur le vélo à la fin du 19e. Et je voudrais insister là-dessus, parce que je pense que le vélo a joué un rôle dans le sentiment pour le populaire, si vous voulez, de s'échapper, de rompre avec les limites locales et de l'entour, et de pouvoir au fond gagner une sorte de liberté. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y a les femmes aussi qui ont pratiqué le vélo et qui ont du coup, à travers lui, trouver la possibilité aussi de trouver la mise à distance, en quelque sorte. Vous avez même des auteurs qui disent le féminisme s'est inventé avec le vélo, ce qui est évidemment faux, mais ce qui est quand même intéressant de mettre en rapport les deux repères, si vous voulez. Et alors ce passage, je donnerai ce passage, et après je le commenterai. Nous allons toujours fouetter devant, joyeux, c'est Clémenceau, hein, joyeux tour à tour, piqué de soleil ou rafraîchi d'ombre, insouciant du but, jouissant d'aller, de courir, de passer, point à la course, c'est de la vie démultipliée. Ce texte est absolument magnifique pour plusieurs raisons. D'abord parce que on sent la question de l'échappée, on sent la question que l'on retrouve avec la chasse du vent, de certaines joies de la pratique, la course, etc. Et on sent quelque chose que vous ne voyez émerger, c'est fondamental, vous voyez émerger qu'à la fin du 19e, la vie démultipliée. Vous commencez à voir ce type de repère, la vie intense, si vous voulez. Vous commencez à voir ce type de repère dans un texte qui est magnifique, qui est peut-être un peu oublié, qui est un texte de 1859, de Baudelaire, qui s'appelle Le maquillage. Ça n'a rien à voir avec la course, d'accord. Mais le maquillage, à la fin du texte, vous dit, vous avez une vie plus intense. Vous avez une vie personnelle plus forte. Vous avez une vie démultipliée. Vous voyez ? Et là, on retrouve cette idée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe à la fin du 19e. C'est complètement oublié. Quelque chose qui se passe. Et le sport est contributeur de ce genre de choses. C'est quoi ? C'est l'individualité de plus en plus forte, le sentiment que votre vie va être beaucoup plus intense. C'est pas seulement l'industrie. Que votre vie va être beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde, beaucoup plus individualisée. Et ça, c'est absolument majeur. Parce que ça introduit la vie d'aujourd'hui. Et évidemment, vous trouvez pas ça. Vous commencez à voir les défis de soi, la montagne, à la fin du 19e. Vous commencez à voir ça, du 18e, pardon. C'est très intéressant, ça. Les burites qui montent comme ça, le Mont Blanc, commencent à dire c'est un défi. Ça, c'est personnel. Mais là, la vie démultipliée, c'est absolument magnifique et c'est totalement contemporain. C'est totalement d'aujourd'hui. Mais il suffit pas de dire ça. Il faut confronter d'autres textes concernant le vélo. Et en particulier, les textes des... au fond, le vélo, c'est deux choses. Hein. C'est le populaire, mais c'est pas seulement populaire. Hein. Les textes des gens de culture qui se lancent dans la pratique du vélo, en particulier un texte magnifique de Gabriel Aubrey, qui est un rhétoricien normalien, 1897, un peu les mêmes dates, vous voyez. L'ivresse de la liberté dans le plaisir, voilà ce que symbolise la bicyclette. Quand même l'écrire, hein. Ou encore, autre texte de Gilles Isaac, qui se retrouve, lui, je sais plus dans des conditions, il fait le service militaire, il a la possibilité du vélo, le détail, je le connais pas. Mais le texte est absolument magnifique aussi. Je me vois pédalant voluptueusement à l'aube, ça me donne même les larmes aux yeux, sur les chemins forestiers. C'est une invention. Il y a quelque chose qui s'est inventé à la fin du 19e, dont Clémenceau est un des contributeurs. Et en plus, dans le texte de Sylvie Brosniak, on voit que c'est pas seulement quelqu'un qui fait du vélocipède, c'est aussi quelqu'un qui met un moteur à son affaire, et donc ça le fait porter encore plus loin, ça le fait aventurer encore plus, ce que retrouve encore, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, chez Albert Ier, qui lui part de Monaco et monte à Paris avec son mécanicien qui le suit, qui ménage la monture, etc. Voilà.
Alors, ça, c'était la quatrième pratique, je crois. Maintenant, il faut dire la dernière pratique, qui n'est pas du tout secondaire, qui est la gymnastique. Alors ça, c'est tout à fait différent. C'est une pratique qui se déroule à l'intérieur, en quelque sorte. C'est pas l'air, c'est pas la chasse, c'est pas le vent. Ça se pratique à l'intérieur. Et je pourrais commenter longuement parce que pour moi, la gymnastique, c'est une invention absolument magistrale que vous ne voyez apparaître, contrairement à ce que l'on croit, que vous ne voyez apparaître qu'au début du 19e siècle. Parce que ce que l'on croit, c'est, bah oui, mais les Romains, attendez, Platon, bah, il y a la gymnastique chez Platon, bah, qu'est-ce que vous me racontez? Ou encore, De Arte Gymnastica, Mercurialis, 1569, Mercurialis, De Arte Gymnastica, l'art de la gymnastique. Oui, très bien, ça existait. Oui, mais ce qu'inventent au 19e les gymnastes, ça n'a rien à voir avec ce que raconte Mercurialis. Alors je vais essayer de vous dire ça en 2 mots. Et ça encore, ça renvoie à des pratiques qui expliquent à la fois la culture et les modes de fonctionnement des sociétés. Donc, la pratique serrée, historiquement, nous apprend plus qu'on ne le croit. Mercurialis, il reprend ce que on considère comme les pratiques, en particulier grecques, autrement dit on court, on saute, on lance. Il y a une magnifique image dans les illustrations dans Mercurialis n'apparaissent que 2 ans après la première édition. Mais il y a une image absolument magnifique dans Mercurialis où vous voyez la même personne qui lance le disque. Et cette image montre les états successifs du mouvement. Donc c'est une invention qui renvoie, qui est absolument extraordinaire. Moi, c'est la seule que j'ai trouvée, si vous voulez, qui renvoie à la chronophotographie, vous voyez, inventée par Marey dans les années 80 du 19e. Donc il y a une exigence là chez Mercurialis pour voir les temps du mouvement, mais c'est des mouvements. Alors qu'est-ce qu'invente la gymnastique à laquelle Georges Clemenceau va se soumettre dans les années 90? Qu'est-ce qu'elle invente? Un certain nombre de mouvements qui sont limités au corps, ne me faites pas démontrer devant vous, c'est pas le problème, qui sont limités au corps et qui concernent exclusivement les gestes entre soi et soi. Autrement dit, le bras à l'horizontale, les bras à la verticale, le tronc penché, etc. Avec l'idée que chacun de ces gestes va à la fois assouplir le dispositif corporel au sens large du terme et améliorer les muscles au sens étroit du terme. Voilà. Mais ça, c'est tout à fait une invention du début du 19e. Et je pense que cette invention ne peut se comprendre, et là encore, c'est une hypothèse, et je peux me tromper, mais je crois que cette invention ne peut se comprendre. On voit déjà des petits indices dans le livre de Foucault, lorsqu'il parle de l'armée à la fin du 18e, surveiller et punir, ne peut se comprendre que si vous entrez dans un monde qui analyse et mécanise les gestes. Et je crois que ça ne peut commencer à se penser qu'avec la fabrique, c'est-à-dire le mouvement extrêmement limité, localisé, qui met en jeu des leviers relativement étroits et non pas l'ensemble du corps. Et vous voyez très bien, alors je change de pratique, vous voyez très bien que les textes de danse, par exemple, lorsque il vous propose la pédagogie de la danse au XVIIe siècle, il vous propose le mouvement local, le mouvement global, pardon, le mouvement global. C'est-à-dire que vous sautez, vous étendez, vous faites une révérence, etc. Or, que proposent les textes de danse? Je pense en particulier à Blazis, Blazis, un texte de danse des années 20 du 19e. Que vous propose-t-il? Si vous voulez apprendre, il faut d'abord plier le corps de telle manière, plier le cou, plier la tête, vous voyez, ça, en quelque sorte, ça dissocie les mouvements, ça les analyse et ça renvoie à ce que les gymnastes, pour la première fois, appellent le fait qu'il y a un alphabet des mouvements. Et il faut d'abord apprendre l'alphabet en dissociant chacun des gestes avant de recomposer. C'est ça qu'invente la gymnastique. Donc c'est une invention magistrale, si vous voulez, et ça permet ensuite de les soumettre à l'école. Ça permet aussi d'organiser des ensembles que personnellement j'ai bien connus, je ne vous le cache pas, qui sont des ensembles spatiaux, où vous voyez les élèves faire le même mouvement, et vous décodez immédiatement l'élève qui ne suit pas le mouvement. Vous voyez. Donc il y a quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'apprentissage séquentiel, et qui est en même temps de l'ordre d'une autorité susceptible de contrôler les mouvements auxquels les enfants sont livrés. Alors j'ai été un peu long, mais c'est vraiment
je crois, c'est quelque chose de très important qui montre que le monde du mouvement change, si vous voulez, avec les époques, vous voyez, et que ce changement s'explique par des contextes. C'est pas une invention comme ça, totalement arbitraire. C'est une invention qui est liée à la façon même dont la gestuelle a changé dans un contexte particulier, qui est entre autres, me semble-t-il, celui du travail et je pense aussi celui de l'armée. Voilà. Alors c'est à cela que Clémenceau va se livrer, et cette gymnastique, moi j'avais suivi ça avec beaucoup d'attention il y a un certain nombre d'années qui ne me rajeunissent pas, mais elle se complique au 19e. On va avoir non seulement les mouvements qui se font uniquement entre le corps et soi, mais on va ajouter des haltères, on va ajouter comment dit-on, des bois, vous voyez, avec manipuler des bois, on va ajouter aussi des extenseurs, l'extenseur, il y a des images magnifiques où vous avez des placards, vous tirez le placard et ils sortent des extenseurs, vous faites de la gymnastique de chambre, vous tirez, etc. Bon bref, mais tout ça, c'est des mouvements qui concernent le corps au sens le plus étroit du terme et qui sont des mouvements d'intérieur, si vous voulez. Alors, les témoignages se multiplient, en particulier un témoignage assez remarquable évoqué par Géo London dans le journal de 1919 que Lise m'a passé. Tous les matins à 8h, précise monsieur Georges Clémenceau, ça c'est un commentaire, reçoit chez lui, rue Franklin, un visiteur qui ne fait jamais ça. Antichambre, parce que les choses doivent se dérouler rapidement. Venu généralement à bicyclette, ce visiteur est introduit dès son arrivée dans la salle à manger du président, nous ne sommes pas loin, président du conseil. 10 secondes après, la porte s'ouvre, et aussitôt, Georges Clémenceau se présente et se soumet à la leçon qui va durer une demi-heure. À 8h30, tout est fini. Voilà. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini, parce que moi, je pense qu'il faut encore parler de 2-3 choses, entre autres, concernant la pratique physique. Il y a une pratique dont on parle peu, qui ne figure pas malheureusement, c'est un peu mon regret parce que je l'ai oublié, qui ne figure pas dans notre catalogue, c'est le thermalisme. Alors pourquoi je vous parle du thermalisme? Apparemment ça n'a aucun rapport avec la pratique physique, bien entendu. Mais pas du tout, pas du tout. Le thermalisme auquel se livre Georges Clémenceau à la fin du 19e et à Carlsbad. Alors j'ai regardé la station Carlsbad, ça soigne le diabète, dont Clémenceau est victime, ça soigne l'embonpoint, et ça soigne c'est un sujet tout à fait assez central à la fin du 19e, ce qu'ils appellent la nutrition retardée. Alors c'est une idée selon laquelle, c'est lié d'ailleurs à la vision énergétique des sujets, c'est une idée selon laquelle comme votre digestion se fait trop lentement, vous n'assimilez pas suffisamment la nourriture, elle ne brûle pas. Vous voyez l'idée de la combustion. Elle ne brûle pas assez, elle se transforme en acide, en matière plus ou moins décomposée, et elle vous perturbe, et elle vous crée tout un ensemble de maladies que sont le rhumatisme, la goutte, je disais tout à l'heure, le diabète, l'embonpoint, etc. Et alors, vous me dites, oui, c'est très bien, mais pourquoi vous nous parlez de ça? Eh bien, parce qu'à Carlsbad, et dans bien d'autres lieux de terme, il n'y a pas que les soins donnés à partir du régime, ou à partir de la consommation de l'eau, par exemple. Mais il y a des parcours, et entre autres, des parcours qui ont des exigences différentes, avec des montées, ou des parcours plats, etc. Donc, il y a des cures de terrain, on appelle ça. Et du coup, on retrouve, vous voyez, l'exigence des pratiques, en quelque sorte physiques, qui, une fois encore, ne sont pas des pratiques sportives, mais ils n'en sont pas moins des pratiques où le corps est largement mis en jeu. Alors, j'ajouterais que, évidemment, à partir du moment où l'Allemagne se confronte à la France, c'est pas Carlsbad qui va devenir le lieu de thermalisme de Georges Clémenceau, mais c'est Vichy ou Évian, etc. Voilà. Et puis, peut-être faudrait-il parler, et Jean-Noël en parlerait beaucoup mieux que moi, faut-il parler du rapport au duel, qui est quand même très présent dans la vie de Clémenceau, je le disais au tout début, qui est lié bien sûr à son tempérament assez affronteur, qui renvoie à des repères qui sont complètement oubliés aujourd'hui quand même. Affronter comme ça la mort les yeux dans les yeux, c'est quand même assez sidérant par rapport à nos repères d'aujourd'hui. Or, il y a au moins 12 ou 13 duels auxquels Clémenceau a participé. Il a participé aussi en tant que témoin. Et je rapporte simplement, et alors du coup là, moi je me pose une question, je ne le cache pas. Je rapporte le duel avec Déroulède. Déroulède
accuse, on rentre pas dans les détails, accuse Clémenceau de mensonge dans les années 90. Et il y a cette phrase de Déroulède, pas un de vous ne le nommerait, car il a 3 choses que vous redoutez, son épée, son pistolet et sa langue. Eh bien moi, je brave les 3 et je les nomme. C'est Monsieur Clémenceau. Et Clémenceau répond, et c'est ça qui déclenche le duel, Paul Déroulède, vous en avez menti. Et donc les voilà qui s'affrontent sur le champ de course de Saint-Ouen, le 22 décembre 1892. Et ils s'affrontent sur 6 coups de pistolet. Ni l'un ni l'autre n'atteignent. Et c'est là que moi je me pose... Alors, attendez, hein. Je vous dis ça avec le sourire. Bon, j'ai 1 milliard de prudence. 1 milliard de prudence. Mais bon, pour quelqu'un qui est capable d'allumer une allumette... Non, mais voilà. Je m'arrête. Parce que moi, j'ai un respect total pour le personnage. Et j'ai encore plus de respect depuis que j'ai travaillé sur le sport concernant ses propres activités. Alors, on ne peut pas terminer sans dire deux petits points importants. Il a quand même un rapport avec le sport moderne. Vous voyez, il a ses pratiques de sportsman, mais il a un rapport avec le sport moderne. C'est quand même quelqu'un qui préside le congrès annuel de l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, l'USFSA, qui est la première grande réunion des clubs de sport français, avant que se transforment ces associations en fédérations sportives. Donc c'est la première qui rassemble des sports différents sous une même entité. Vous voyez, c'est plus des pratiques dispersées. C'est des pratiques sous la même entité qui ont le même objectif, la santé, l'éducation, la pédagogie corporelle, etc. Et c'est là qu'on comprend la création du sport à la fin du XIXe. Donc il préside, ce qui montre qu'il est quand même attentif à la création du sport. De même, je le disais tout à l'heure, je le redis, il accepte d'être président d'honneur de la Ligue Centre-Ouest. Vous voyez, la Ligue, il y a les locaux, puis la Ligue, c'est le niveau national. La Ligue Centre-Ouest de football, de même qu'il encourage, alors dans des conditions que je suis pas parvenu à éclairer, mais il encourage en 19 la proposition française pour organiser les Jeux Olympiques de 24, et donc il soutient le comité olympique français qui propose. Et puis, dernier point concernant le sport, bon, c'est quelqu'un qui, je répète, hein, c'est pas un pratiquant de sport au sens étroit du terme, mais c'est quelqu'un qui quand même comprend alors ça c'est un trait de l'époque aussi, les risques de la spécialisation, les risques de l'obsession de la pratique, etc., et qui quand même va dire que l'homme machine à courir ne méprise pas trop l'homme machine à penser. Hein. Je terminerai en évoquant la question de l'éducation physique, qui est pas vraiment la pratique sportive, qui est une pratique pédagogique éducative. J'avais pas vu que, je pensais pas qu'il avait participé à l'organisation, en quelque sorte, en tout cas à la représentation du Congrès international d'éducation physique qui a eu lieu en 1913. C'est un congrès immense qui réunit, vous voyez, la question des voyages au 19e, c'est pas seulement la question des sports qui se rencontrent, c'est la question des savants qui se rencontrent. Et donc vous avez de plus en plus de congrès importants à partir des années, disons, 70 du 19e. Et là, il y a un congrès gigantesque en 1913 à Paris, où Clémenceau, ça je ne savais pas, c'est Lise qui l'a trouvé, hein, où Clémenceau fait partie du comité d'honneur, et où, au fond, il y a une sorte d'hymne généralisé donné à l'éducation, à la gymnastique, etc. De même qu'il avait participé à l'appel lancé par Pascal Grousset, qui est un animateur important sur la scène de l'éducation et de l'éducation physique à la fin du 19e. Et Pascal Grousset avait lancé la Ligue nationale de l'éducation physique, en 88 très précisément, qui va jouer un rôle important dans les phénomènes d'éducation et en particulier dans la nécessité d'installer un enseignant d'éducation physique dans les écoles et dans les lycées. Je terminerai par le discours du président de la République pour vous montrer l'esprit de l'époque aussi, hein, en 1913, qui conclut
le fameux colloque Congrès international d'éducation physique. Moi, j'ai les textes, ils sont extrêmement nombreux, c'est énorme les congrès de 1913, hein, avec des invitations de tous les lieux, de Pologne, la Grèce évidemment, l'Italie, etc. Alors voilà ce que dit le président, qui nous renvoie, je terminerai là-dessus, qui nous renvoie à l'esprit en quelque sorte de pédagogique du début du XXe. Les vertus, alors c'est évidemment très dithyrambique, hein, les vertus de l'éducation physique sont telles qu'on la conçoit dans une société idéale intervenant dès la naissance dans la vie des sujets et des sexes. Et donc, important des sexes, hein, les femmes, hein, faisant partie de la culture quotidienne à l'école, dans les lycées, dans l'enseignement supérieur, au régiment. Il n'abandonne ses fidèles qu'après l'épanouissement complet de leurs facultés, ou même tout au déclin de leur carrière. Voilà, j'en terminerai là-dessus en disant qu'ils avaient de grands espoirs à la fin du XXe. J'espère que ces espoirs ne sont pas évanouis.